L'approvisionnement du Mali en carburant tout en révisitant le processus de dispatching à travers le pays, c'est l'une des priorités des autorités. Le sujet était au centre de la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a salué les sacrifices du peuple malien. Un ouf de soulagement pour les travailleurs partant volontaires à la retraite. Ils seront indemnisés dans le cadre du programme d'ajustement structurel auquel notre pays avait souscrit entre 1987 et 1993. Un protocole d'accord a été signé ce matin dont le coût s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie et de l'eau en visite de terrain pour s'assurer de la desserte en eau à un plus grand nombre de la population. Le professeur Amadou Keïta s'est rendu à la station de pompage de Djigoronipara sur le site des travaux d'extension du réseau Amdalay et 2 forages à grand diamètre à Lafiabougou. Face à la guerre informationnelle, les communicants des forces armées de l'espace AIS unissent leurs efforts. Ils sont réunis à Bamako dans le but de mettre à la disposition des armées de l'AIS un instrument de communication plus efficace. Ils bénéficient de l'expertise des officiers supérieurs et professionnels de la communication. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Vous le saviez déjà, le président de la transition a inauguré hier la deuxième mine de lithium du Mali à Nganala, à Bougouni. En marge de cette cérémonie d'inauguration, le chef de l'État a rencontré les autorités administratives et coutumières de la région. Le président a énuméré les retombées économiques de la mine sans oublier la pénurie des hydrocarbures, une crise provoquée selon le chef de l'État par les ennemis du Mali. Il a salué l'endurance malienne face à cette crise. Je vous invite à écouter un extrait de l'intervention du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, des propos recueillis par Agali Agissa et Djibril Bagayogo. Donc, nous faisons mieux. Car damne bila ay siran bor du sunu jagde wala jatiga wala ko la parce que bo la ngi ay islam abuna ya gatugo bina sisa jatiga wala ni siran ni mo te sa sola mais clé famba jamana duni mais ade aye bule ngaste no jeni kele mundo nya ko nga amirila ka laben katla ka dula ka waleya aye wisene fula mun jeni bolo sira mine ko mo ko sanu be ya mine ka jajugu fili ka kuma jugu fo o be ka mogo jela bili mais ala be jamana fe malon kan ya famia donc orato an saka ni gelen kumbe an baka fere ni ka ba kono mais amaba fere mana tiga tugo tugo na rema songa fere la tiga ka tugo gon manga o fere nungo parce que fere mdu gon wala tiga mais fere nga jige fo du kono pani glace la gouvernement jap saka nuga ka tugu mina gouvernement stratégie amuna gouvernement abi jigi fo na se du kono ni en nana du kono se em ngombe bogo flake u bogo tangi ga mobile ka moto la ni gela ne bada go taji soro man ko zane ite doni bola na fate boli muna ibo bola donc bere bo frère ga du kono mbato ambe saka ku be jama don fula vraiment mo inna nyuna mais ali bi do ko famia tan taji na le mo de be sa bo mo jubla sira la sen me nan mo wi fo ka jini o bela sidar tajibe do no tajiduna kana de mo sara mo fem kungura mo juguna ko ngoro e bo ta ko o kumanya ikafam itinyoma e bo ta ko dugu ka to fere dagana mo ma me ba jugu ka bara de. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre du président de la transition avec les forces vives de Bougouni demain dans nos programmes après le journal de 20h. La population de la région de Bougouni s'est donc réjouie de l'inauguration de la mine de lithium par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. L'ensemble des sociétés qui ont contribué à la réalisation de cette mine de lithium ont exprimé leur satisfaction, des propos recueillis par Abdul Karim Konati et Djibril Bagayogo. Ce qui peut aujourd'hui changer positivement au niveau de notre région, c'est d'abord, comme on le dit, ces structures sont pourvoyeuses d'emplois. Aujourd'hui, il y a au moins 500 jeunes, dont plus de 90% qui sont des locaux, qui travaillent au niveau de cette structure.
Et à la longue, ça va arriver jusqu'à 800 jeunes qui doivent travailler ici au niveau des mines de lithium de Bougouni. En plus de cela, l'apport de la société qui va renforcer davantage le développement économique de notre région. Ça va nous permettre quand même d'absorber un peu le taux de chômage. Et surtout, ça va permettre à mettre en valeur le contenu local qui a été bien voulu par le général d'armée Assimi Goïta. Nous, les jeunes du Mali, aujourd'hui, nous nous réjouissons de ces mines et nous espérons que les propriétaires de ces mines aujourd'hui vont travailler en symbiose harmonie avec nos démembrements. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a pensé et voulu un nouveau code pour le Mali, et doublé d'une nouvelle loi sur le contenu local. En plus des retombées du contenu local, vous avez aussi le 35% de capital que le Mali a dans cette mine-là, en plus des taxes, des impôts, des redevances. Donc c'est une mine qui va générer beaucoup de milliards pour le peuple malien. Il s'agit de mettre en valeur les ressources naturelles du Mali, et dans un contexte aujourd'hui marqué par la crise, et on suppose que ça va permettre donc de booster les recettes tirées de l'exploitation des ressources naturelles de notre pays. Côté service, Al-Sobo a participé à la construction de la clôture. Nous avons participé à beaucoup d'activités de génie civil. Et côté approvisionnement, nous collaborons avec eux dans tout ce qui concerne les pièces, que ce soit de l'usine, que ce soit au niveau de l'atelier, que ce soit des engins. Sur un tout autre plan, je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé ce matin la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. La réunion a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant tout en révisitant le processus de dispatching à travers le pays. Reportage Mamari Kouni et Ali Outouri. À l'ordre du jour de cette réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le point de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'est ainsi que les activités menées pendant la semaine ont été rappelées. Il s'agit entre autres de la création d'un comité technique interministériel, des dispositions prises pour désengorger les stations-service, ainsi que des différentes réunions des points focaux des départements ministériels. Le centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC a fait le point de l'état des stocks en denrées de première nécessité et du carburant dans toutes les régions et à Bamako. La réunion s'est également penchée sur le processus de dispatching du carburant à travers tout le pays. À ce niveau, le Premier ministre a salué la collaboration entre la Direction générale des douanes et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a salué les uns et les autres pour les efforts en cours et souhaité la fin des difficultés d'approvisionnement en carburant des populations. Et ce communiqué, il a été constaté que des véhicules sont stationnés et abandonnés depuis quelques jours devant plusieurs stations-service dans le district de Bamako. Pour des raisons de sécurité publique, le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC invite les propriétaires des 10 véhicules à les enlever immédiatement. Le SECOGEC informe par la même occasion la population qu'il est strictement interdit d'abandonner son véhicule ou tout autre engin sur la voie publique, particulièrement devant les stations-service. Cette mesure vise à minimiser les risques de sécurité et à fluidifier le trafic autour des stations de distribution. Le non-respect de la mesure entraînera à compter de ce jour la mise en fourrière des véhicules ou tout autre engin abandonné sur la voie publique. Le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC sait compter sur la bonne compréhension de tous. Et cette bonne nouvelle, les travailleurs partant volontaires à la retraite, l'UNTM et le gouvernement ont signé ce matin un protocole d'accord autorisant le paiement des droits et indemnités aux anciens travailleurs partant volontaires à la retraite. Un dossier vieux de 30 ans vient ainsi d'être géré grâce à la persévérance des uns et à la disponibilité des autres. Ce montant de plus de 9,144 milliards de francs CFA servira à indemniser les anciens fonctionnaires ayant adhéré à un programme de départ volontaire à la retraite dans le cadre du programme d'ajustement structurel auquel notre pays avait souscrit entre 1987 et 1993. Était présent à cette cérémonie le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire général de l'UNTM. Les explications avec Alucine Touri.
2 ans de dialogue et de négociations ont été nécessaires pour sceller cet accord qui va remettre les anciens travailleurs partant volontaires à la retraite victimes du programme d'ajustement structurel dans leurs droits. L'accord a été signé et paraphé par les ministres du Travail et des Finances côté gouvernement, l'UNTM et la coordination des associations de partants volontaires à la retraite d'autre part. Un heureux événement qui ne passera pas inaperçu. C'est avec une profonde émotion et un réel sentiment d'accomplissement que je prends la parole à cette occasion solennelle, marquant la conclusion d'un long processus de concertation et de dialogue entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. Parmi les points majeurs de nos doléances syndicales figuraient depuis des décennies la question douloureuse du paiement des droits et avantages des partants volontaires à la retraite. Ces travailleurs qui ont accepté de quitter volontairement la fonction publique dans un contexte économique difficile portaient depuis plus de 30 ans le poids d'une injustice administrative et humaine. Aujourd'hui, par la signature de ce protocole d'accord, nous posons un acte de réparation morale et sociale, un acte de justice à l'endroit de ces anciens travailleurs qui ont contribué de leur sueur et de leur loyauté à la construction du Mali. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce dossier qui a mis à contribution le gouvernement, l'UNTM et les partants volontaires dans un esprit constructif. Le dossier des partants volontaires à la retraite est un vieux dossier de plus de 30 ans. Il résulte de la gestion du programme d'ajustement structurel que notre pays a connu entre 1987 et 1993. Dans le cadre de l'apaisement du climat social au Mali, le gouvernement a conclu avec l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat du Mali, un procès verbal de conciliation le 5 février 2021. Au niveau du point 3 de ce procès verbal, l'UNTM et le gouvernement ont convenu de la mise en place d'une commission afin de traiter le dossier des partants volontaires à la retraite. La dite commission mise en place par mon département sur instruction des hautes autorités de la transition était composée des représentants du gouvernement et ceux de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Après plus de 2 ans de travaux, la commission a déposé son rapport consacrant ainsi la fin du traitement du dossier des partants volontaires à la retraite en 3 points. Le traitement social du volet réinsertion, le remboursement de la part patronale de 8%, le maintien du droit à pension de 61 agents ayant accompli 15 ans de cotisation et qui ont demandé et obtenu le remboursement de leurs cotisations. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali ont convenu des moratoires de paiement sur 3 ans et le paiement sera fait dans les comptes individuels de chaque partant. Cette cérémonie de signature met fin à la souffrance des travailleurs partant volontaires à la retraite dont certains ne sont plus de ce monde, mais leurs ayants droit percevront les droits et indemnités à eux attribués. Visite ce matin du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Elle a concerné la station de pompage de Djikoronipara, le site des travaux d'extension du réseau à Amdalaï et 2 fourrages à grand diamètre à Lafiabougou. Ces actions entreprises par le département en charge de l'eau visent non seulement à assurer la desserte au plus grand nombre de populations, mais aussi de prévenir la période de grande chaleur, une période de grande consommation. Boubacar Bablin Touré pour plus de détails. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, dans une dynamique d'assurer la desserte en eau à un grand nombre de populations dans le district de Bamako. Une dynamique qui a conduit le ministre Djané sur 3 sites de la Somagep SA. Premier site visité, la station de pompage de Djikoronipara, d'une capacité de 4000 m3 par jour. Nous voulons constater de visu comment la production est faite et comment la desserte est faite. Alors nous avons commencé par la station compacte de Djikoronipara, où là-bas nous avons vu les stations de potabilisation et l'ingéniosité de la direction aussi à ce niveau, parce qu'ils ont utilisé un nouveau produit qui a considérablement amélioré la production. Le chef du département s'est ensuite rendu à Amdalaï pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'extension du réseau de distribution
des quartiers de Amdalaï et Nyomiramboukou. Venu à Amdalaï voir les travaux de pose de tuyaux. Alors vous avez là-bas aussi, les travaux avancent à hauteur de souhait parce qu'il faut poser des nouveaux tuyaux de grand diamètre pour améliorer la desserte. Le troisième et dernier site visité par le ministre et sa délégation, les 2 forages à Lafiabougou, dont un déjà réalisé et l'autre en cours de réalisation. Un ouf de soulagement pour une bonne partie de la population de Lafiabougou et de Lassa, confrontée à une pénurie de liquide précieux. Nous venons de voir 2 forages. Le premier forage qui est déjà terminé, vous avez vu comment l'eau a jailli. Alors ça, c'est une grande satisfaction. Et ça fait 50 mètres cubes, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est au pied de la colline. Donc ça veut dire que les riverains d'ici vont avoir l'eau d'une manière suffisante. Et ensuite, le deuxième forage qui est derrière nous, les travaux sont en cours, ce n'est pas encore terminé. Mais si ça se termine, ça va améliorer davantage la production et la desserte dans certains quartiers. Il y a 22 forages qui sont en vue, de part et d'autre, des 2 rives, de gauche. Ces travaux ainsi entrepris par le département à travers la Somagep SA se veulent une réponse à la période de grande chaleur, synonyme de grande consommation. Toutes ces actions cumulées aujourd'hui nous ont permis d'obtenir pratiquement 25 000 mètres cubes de production de volume additionnel par jour sur un volume attendu d'environ 45 000 mètres cubes lorsque tous les travaux justement seront effectifs. Donc c'est dire qu'aujourd'hui nous sommes dans l'anticipation aussi de la période de pointe qui s'approche. Ces travaux vont concerner d'autres localités de la ville malgré les difficultés que le pays traverse. Et avant cette visite, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a présidé ce matin l'ouverture des travaux de l'atelier régional de l'autorité du bassin de la Volta. Ils sont venus d'une dizaine de pays africains pour analyser les différentes articulations du projet intitulé « Inverser les tendances de la dégradation des écosystèmes et des ressources en eau dans le bassin de la Volta ». L'objectif global est d'améliorer la gouvernance de l'eau. Le reportage de Youssouf Diakité et Moulaye Sidibi. Cet atelier régional des acteurs du bassin de l'autorité de la Volta sur les livrables de la mission d'évaluation du capital environnemental, des services et fonctions des écosystèmes et des impacts socio-anthropologiques analyse les différentes activités réalisées ou en cours de réalisation. C'est pourquoi l'atelier regroupe les experts venus d'une dizaine de pays pour ce faire. L'atelier de validation des livrables scientifiques adopte une approche itérative mêlant exposés, débats et travaux de groupe afin de renforcer collectivement les analyses environnementales. La mise en place de la coordination régionale des usagers et usagères suivra un processus électif transparent et inclusif garantissant l'équilibre géographique et sectoriel entre les 6 pays du bassin. Le projet Revolver Volta Bassin constitue une réponse concrète aux défis communs que nous partageons entre nos 2 pays riverains du bassin de la Volta, notamment la dégradation accélérée des écosystèmes, la pression croissante sur les ressources en eau, les impacts des agressions du changement climatique sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance. L'ouverture des travaux est présidée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau qui s'est particulièrement réjoui de la tenue de cet atelier régional à Bamako. Le choix du Mali pour abriter ces ateliers et réunions, à savoir l'atelier régional de validation technique du livrable sur l'évaluation des capital environnemental et des services écosystémiques, l'atelier de mise en place de la coordination régionale des usagers du bassin de la Volta, l'atelier régional de mise en place du réseau des parlementaires, ainsi que les 3e et 4e réunions du comité régional de pilotage du projet, traduit la confiance renouvelée de nos partenaires en la capacité du Mali à jouer pleinement son rôle de pays membre fondateur de l'ABV, du terre de la coopération transfrontalière. L'initiative Reward Volta Bassin est une initiative régionale au service des peuples et constitue une réponse concrète aux défis communs que partagent les pays du bassin de la Volta, à savoir la dégradation accélérée des écosystèmes,
les pressions croissantes sur les ressources en eau et les impacts aggravants du changement climatique, en plaçant la gouvernance participative et la planification fondée sur les écosystèmes. Pendant ces journées, les experts de l'eau vont analyser toutes les composantes du projet afin de formuler des recommandations allant dans le sens de l'atteinte des objectifs recherchés. 71%, c'est le taux d'exécution des activités réalisées par le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite courant l'année 2025. Le bilan a été présenté lors du 5e comité d'orientation et de pilotage du projet mérite, couplé au premier comité de pilotage du programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique AICRM. Il s'agit pour les administrateurs de valider les programmes de travail et le budget annuel au titre de l'exercice 2026. Compte rendu Moussa Papaïdara. Depuis 2022, le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite est omniprésent dans les ménages de 21 cercles des régions de Caille, Sikasso, Koulikoro et Ségou. Cela dans l'optique d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et renforcer les méthodes de lutte contre les changements climatiques. Et réunis pour leur 5e comité d'orientation et de pilotage, les administrateurs ont d'abord été édifiés sur le bilan des 5 ans du projet mérite. Il est établi à un taux d'exécution de 71%. Parmi ces résultats, je voudrais mentionner que 347 biodigesteurs ont été installés dans les régions de Koulikoro, Kita, Bougouni et Ségou. 242 autres biodigesteurs sont en cours d'installation. 110 ménages bénéficiaires ont été dotés de biodigesteurs en semences fourragères. 152 maçons locaux ont été formés en technique de construction de biodigesteurs et 20 groupements ont été aussi formés en dynamique de groupe. 767 tonnes de digestats ont été produits, 240 kits photovoltaïques ont été installés et 60 packs améliorés ont été construits. Malgré cette embellie, le projet mérite fait face à certaines difficultés sur le terrain. Effectivement, nous avons vu un de nos partenaires stratégiques se retirer. Mérite, c'est le faire. Donc nous avons la SNV qui s'est retirée malheureusement. Et du coup, les activités qui étaient dédiées à la SNV ont un peu souffert avant qu'on ait la solution. Mais heureusement, la solution a été toute trouvée. Et le partenaire AVCF a voulu nous accompagner à ce niveau. Et aujourd'hui, les activités se déroulent convenablement. Ainsi, pour soutenir certaines activités complémentaires du projet Mérite, un nouveau programme intitulé Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique, AICRM, financé par le Fonds vert climat, est mis en place. AICRM vient compléter carrément les activités du projet Mérite en termes de météorologie, de prévention et aussi de reboisement. Financé par le gouvernement malien et le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet Mérite qui tend vers sa fin en 2026 reste dans la dynamique d'offrir une meilleure condition de vie aux populations cibles du Mali. L'annonçait au sommaire, les communicants des forces armées de l'espace AIS sont à Bamako à la faveur d'une session de renforcement de capacité de quelques jours. Les participants, lors de cet atelier initié par la DIRPA, réfléchiront afin de mettre à la disposition des armées de l'AIS un instrument de communication efficace pour faire face à la guerre informationnelle. La dite session se déroule à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondimbe de Bamako, Aridjumatina. Au centre de cette session de haut niveau regroupant les communicants des forces armées de l'espace AIS, la mise en place d'un cadre référentiel unique de communication pouvant permettre de mettre en exergue les actions de communication susceptibles de transformer la perception des populations, favoriser l'action des unités et surtout faire face à la guerre informationnelle. Cet atelier, dont l'objectif principal est de mettre en place un cadre référentiel unique de communication. Durant 5 jours, nous travaillerons à mettre en place cette stratégie assortie d'un plan d'action essentiel à l'architecture de défense de nos pays respectifs
et de la force unifiée de l'AES. Force est de constater qu'au-delà des interventions sur les théâtres d'opération, nos armées sont de plus en plus confrontées à cette guerre de désinformation tout azimut entretenue par les forces obscurantistes et les forces du mal incarnées par les médias terroristes et leurs alliés. Il s'agit à travers ces manœuvres dilatoires et décisives non seulement de désinformer les populations, mais aussi de radicaliser et de recruter à travers ces réseaux sociaux. Chers officiers, contrer cette manœuvre décisive est un impératif pour nous, car nous sommes conscients que la guerre se gagne d'abord dans les esprits avant les champs de bataille. C'est pourquoi nous sommes réunis ici à Bamako pour examiner ensemble les voies et moyens nous permettant de mettre en place un instrument de communication efficace pour juguler cette menace. C'est donc une très bonne initiative de travailler en synergie entre communicants des armées, de la Confédération des États du Sahel. De nos jours, la mise en place d'outils communicationnels cohérents et renforcés est plus que jamais nécessaire pour la consolidation de l'architecture défense. Étant donné que nous sommes dans une guerre informationnelle, il est de bon temps que nous puissions affûter et harmoniser la communication opérationnelle que nous menons, non seulement pour soutenir les actions de cette force sur le terrain, mais aussi pour influencer la perception des populations de la Confédération afin qu'elles soutiennent et accompagnent l'action de cette force. On sait qu'on ne peut pas faire la sécurité sans qu'il y ait les populations, on ne peut pas faire la sécurité sans informer. Donc, si nous sommes dans la logique de mutualiser nos efforts, il doit en être de même et mutualiser aussi l'information, la communication au sein de l'AES. Cette session du renforcement des capacités des communicants des forces armées des États du Sahel aboutira à la mise en place d'une stratégie de communication assortie d'un plan d'action efficace au service des armées de l'AES. Les travaux des journées économiques du Burkina Faso au Mali ont pris fin hier ici à Bamako au CICB. Les participants ont surtout formulé des recommandations en rapport avec l'harmonisation des initiatives économiques de la Confédération des États du Sahel. Reportage Youssouf Diakité et Julie Traoré. Pendant 4 jours, les 250 participants aux journées économiques de Burkina Faso au Mali ont réfléchi sur les différents éléments constitutifs de l'économie régionale. Les experts se sont surtout attelés à l'analyse des défis et perspectives du développement endogène de la Confédération des États du Sahel. Les organisateurs se disent particulièrement comblés au regard de l'impact de ces journées économiques à l'issue desquelles les experts ont formulé des recommandations. Les retombées pourraient être directement les liens de partenariat que les opérateurs économiques ont tissés. Voilà, je vois déjà, il y en a qui disent désormais nous irons nous approvisionner au Mali au lieu d'aller jusque dans d'autres pays éloignés. C'est ça notre objectif, permettre aux opérateurs économiques désormais de tisser des liens de partenariat, d'échanger de bonnes pratiques et également ce brassage entre les pays frères de l'AES. Le remercier, son Excellence le général Assimi Goïta, réellement c'est lui dire merci pour tout l'accompagnement dont nous avons bénéficié dans le cadre des préparatifs et la réalisation de cette édition des journées économiques. Les discours de clôture est prononcé par les directeurs de cabinet représentant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, qui a apprécié la pertinence des recommandations formulées et rassure que leur opérationnalisation ne fera pas défaut. Reconnaissance et gratitude infinie aux autorités maliennes qui se sont impliquées non seulement pour soutenir cette deuxième édition, mais aussi pour la qualité de l'accueil réservé à moi-même et à l'ensemble de la délégation burkinabé venue magnifier cette belle initiative. Et ma délégation et moi-même notons avec satisfaction que les objectifs assignés à cet événement ont été atteints. L'un des moments forts était la prestation des artistes invités pour la circonstance, quand on sait que la culture est un facteur d'intégration.
Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience au palais de Koulouba l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, accompagné par le ministre burkinabé des Affaires étrangères. L'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela dit être venu parler de la libération du continent africain. Le point de l'audience avec Nyarki Teda. Depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou, Jacob Zuma, ancien président de l'Afrique du Sud, appelle les Africains à prendre leur destin en main. Pour lui, trop c'est trop, il est plus que jamais temps de dire non au pillage des ressources du continent. L'ex-chef d'État de la nation Arc-en-Ciel félicite en outre le président du Faso d'avoir su tracer la voie à suivre, la voie de la liberté et de la souveraineté du peuple burkinabé, et un exemple qui doit inspirer les autres pays de l'Afrique. Discussion was about this continent, Africa. Eh bien, nous avons parlé de l'Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a été colonisée, l'Afrique a été opprimée pendant des siècles. Les Africains ont maintenant décidé de dire nous devons être libres maintenant. Et nous allons travailler à libérer l'Afrique. Mais ceux qui nous ont colonisés continuent de piller nos ressources, même s'ils disent on leur a donné l'indépendance. En tant qu'Africains, nous avons eu à discuter pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Je pense que ce pays a fait quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi j'ai cherché à rencontrer le président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l'Afrique. Les colonisateurs pensent que ce qui existe en Afrique leur appartient. Et nous disons maintenant, trop, c'est fini. Nous allons prendre notre destin en main. C'est pourquoi l'ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela invite les Africains et la diaspora africaine à tout mettre en œuvre pour soutenir et conduire à terme le processus enclenché par le Burkina Faso sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Pour Jacob Zuma, le Burkina est une école qui fait déjà des émules. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, a lui aussi reçu en audience hier 3 personnalités. Il s'agit du vice-président par intérim de la Banque africaine de développement BAD, du représentant résident par intérim de la Banque mondiale au Niger et du représentant résident de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les questions de coopération étaient au centre des différentes audiences. Le compte rendu avec Jocelyne Amoussou et Mahamadou Adamou. Cette audience accordée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, à la délégation de la Banque africaine de développement, BAD, fait suite à sa mission en Côte d'Ivoire, au siège de l'institution, où il avait discuté investissement pour le Niger, et la BAD avait approuvé un appui budgétaire conséquent. Il s'agit donc de concrétiser ce partenariat profitable au Niger. Nous sommes venus avec une délégation très large, parmi laquelle il y a des spécialistes agricoles, des spécialistes en agro-industrie, des spécialistes des financiers, bref, une délégation très large nous permettant de discuter avec la partie gouvernementale sur les objectifs et les limites, en tout cas les objectifs à assigner à ces grands projets. Mais ce qu'il faudrait retenir principalement, c'est qu'il s'agit vraiment d'améliorer la vie et le revenu de plus de 2 millions de petits agriculteurs. Nous souhaitons que ce projet soit bien mûr et être lancé en 2027 et ceci va permettre vraiment à faire les études nécessaires sur la chaîne des valeurs, que ce soit en sorgho, en riz, bref, tous les secteurs concernés de l'agro-industrie. Avec la délégation de la Banque mondiale, la situation du secteur financier au Niger et les voies et moyens de la booster étaient au cœur de l'entretien. Nous avons discuté essentiellement de la situation du secteur financier et de l'opération que la Banque mondiale est en train de préparer ensemble avec le gouvernement pour permettre d'avoir cette bouffée d'oxygène qui permet de stabiliser le secteur. Donc l'un des points clés vraiment c'est de mettre à disposition un instrument qui permet d'avoir la flexibilité et qui adresse réellement les problèmes que ce secteur vit. Ce projet est fait pour le secteur financier et toutes les entreprises qui bénéficient des services financiers ici au Niger.
Quant à la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, les échanges ont porté sur le renforcement de l'ONAHA, Office national des aménagements hydro-agricoles, le renforcement de l'énergie desservie par la Nigélec, la santé, pour ne citer que cela. Vous savez que l'ONAHA contribue à la vision de chef de l'État pour la grande irrigation. Donc on a échangé sur les documents qui restent à transmettre à la BOAD et toute la documentation maintenant transmise. Donc la BOAD va poursuivre l'instruction de ce grand projet. Le deuxième projet, c'est le projet de renforcement aussi de la production énergétique de la Nigélec. Donc on a reçu toute la documentation à ce niveau aussi et le siège va aussi poursuivre l'instruction pour qu'on puisse aller de l'avant pour financer cette opération. Ces 3 audiences sont le fruit de l'offensive menée par le Premier ministre auprès des partenaires techniques et financiers sur les priorités de développement définies par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abderrahmane Tiani, liées aux préoccupations réelles des populations du Niger. Plus d'une tonne de cannabis et plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis courant 2025. Ce sont là les données fournies par la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives lors de son anniversaire. Une cérémonie présidée par le ministre chargé de la jeunesse, nous dit Salif Ouedraogo. Au Mali, l'année 2025 a été marquée par la saisie d'importantes quantités de drogue, soit plus d'une tonne de cannabis, plus de 153 kg de cocaïne et plus de 103 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits et prohibés. 586 personnes ont été interpellées, dont 408 Maliens et 21 étrangers détenus pour détention, consommation et vente de produits prohibés selon les données révélées par l'Office central des stupéfiants. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration de l'an 1 de la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Un anniversaire célébré sous le thème sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et substances psychoactives. Au niveau des 19 régions, les commissions régionales de sensibilisation existent. Aujourd'hui, il existe aussi l'ouverture parce qu'aujourd'hui, les familles ont compris que la drogue n'est plus un tabou. Le tabou aujourd'hui est soulevé. Ces initiatives visent à informer le public sur les dangers liés à l'abus de drogue et à encourager une prise de conscience collective pour contrer ce fléau. Nous remercions les hautes autorités à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vient en notre secours dans ce domaine, dans le domaine de la formation et en même temps dans l'équipement aussi de la lutte contre la drogue. Et ce sont vraiment les efforts de tout le monde qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire face à ce fléau que nous avons par rapport à la consommation de la drogue. Lorsqu'on écoute la présentation du directeur de l'OCS, je pense que le travail est encore énorme, parce que les défis sont vraiment énormes. Les taux qu'il a soulignés font peur. Et nous voyons des taux vraiment en hausse, que ce soit en termes de production de la drogue, que ce soit en termes de consommation, tout est en hausse. Donc ça veut dire que la mission qu'il y a aujourd'hui, c'est une mission qui est extrêmement difficile. C'est une mission qui demande vraiment le concours de tout le monde. La quantité substantielle de drogue saisie reflète les défis persistants auxquels le Mali est confronté en matière de trafic illicite de stupéfiants et soulignant l'importance cruciale d'une action coordonnée et efficace pour préserver la sécurité et le bien-être des citoyens. Rendons-nous à l'intérieur du pays. Le collectif intégrateur des émouchages et alliés de la région de Tombouctou apporte sa contribution à la réussite de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Il vient de tenir une rencontre de coordination à Tombouctou afin d'échanger sur les stratégies de mobilisation de fonds et appui pour l'accompagnement des autorités de la transition. À l'issue du cadre d'échange, des propositions ont été formulées à l'unanimité par ses membres venus du Mali et de la diaspora. Reportage Najim Babasisi et Alou Koulibaly. Contribuer à la pleine réussite de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025.
C'est bien l'objectif recherché par le collectif intégrateur des Imoujak et alliés de la région de Tombouctou par cette rencontre de sa coordination à Tombouctou. Ce cadre mobilisant les membres de la région de Tombouctou, de Bamako et même de ceux de la diaspora se veut d'échanger et développer des stratégies pour bien accompagner l'événement prévu du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou. Cet appel de toutes et tous sous l'impulsion de notre président Ibrahim Agnok s'inscrit dans les droits lignes de l'accompagnement national à la cause patriotique conformément au slogan de notre collectif. À sortir de cette réunion et mémoire de collectif, contribution des collectifs vous sera remis pour magnifier notre apport à ces grands rendez-vous. Les autorités régionales ont encore en mémoire les actions salvatrices entreprises par le SIAT au profit des communautés de la région de Tombouctou à chaque fois que cela était nécessaire. Depuis la création de ces collectifs, les Imoujak de la région de Tombouctou ne cessent de nous impressionner par leur accompagnement, leur soutien matériel et financier, mais également le soutien aux autorités de la transition, au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, aux autorités régionales sous le leadership du contrôleur principal Bakou Kanté. Et c'est là à tous les événements que la région a connus. Après retrait des officiels à bâton rompu, les échanges ont permis aux membres de faire des propositions concrètes. Propositions acclamées à l'unanimité, mais non rendues publiques, puisque le SIAT œuvre dans la discrétion, mais agit beaucoup plus vite. En troisième région, 350 000 francs CFA, c'est l'enveloppe remise aux veuves de militaires du Konthieba dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le geste, bien que symbolique, apporte un réconfort moral à ces femmes qui affrontent au quotidien des difficultés. Compte rendu Yorubala Diabaté et Taïrou Konati. C'est une cérémonie sobre, empreinte d'émotion qui a réuni les femmes veuves du Konthieba de Sikasso autour des autorités régionales dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. En rencontrant les veuves de militaires, les visiteurs du jour sont venus non seulement témoigner la reconnaissance de la nation pour les sacrifices consentis par leurs époux tombés au service du pays, mais aussi remettre une enveloppe symbolique, comme quoi la nation pense à ses valeureux fils. Nous avons profité des activités de ce mois pour remettre aux veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur une enveloppe symbolique. Cette enveloppe pour les rappeler que la nation entière ne les a pas oubliés. On va continuer à les soutenir permanemment, même au-delà du mois de la solidarité. Les dons qu'on a reçus venant du développement social, on les remercie vraiment. C'est un geste dont on ne va pas oublier. Ce soutien, bien que symbolique, apporte un réconfort moral et matériel à ces femmes qui affrontent seules les difficultés au quotidien. L'initiative s'inscrit dans une démarche large de compréhension et de solidarité envers les familles des soldats disparus. Tout l'État compte sur elles et que notre part de compassion est de toujours avoir à l'esprit que nous avons des femmes, certains de nos compagnons qui sont partis pour la cause juste. La cérémonie s'est achevée par l'exposition des produits transformés par les veuves. Les activités du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace Umois, ont été lancées dans les régions de Caille et Gao. Il est célébré cette année sous les thèmes Ensemble pour la valorisation de nos produits locaux dans l'espace Umois. 2 jours durant, nos produits locaux ont été valorisés à travers expositions et ventes dans ces 2 régions. Les détails avec nos reporters Adizatou Mohamed Maïga et Ibrahim Dao. Le thème de cette 6e édition du mois du consommé local dans l'espace UMOA, consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionale compétitives de l'UMOA, un thème qui cadre parfaitement avec la vision de nos plus hautes autorités, celle de faire du secteur privé un véritable moteur de développement. La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali CAI accorde un intérêt particulier au développement des chaînes de valeur et surtout à la compétitivité des produits de la région sur les grands marchés. Quand on produit et qu'on ne consomme pas, ça ne va nulle part. La consommation appelle la production et la production appelle l'installation des industries. Voilà toutes les raisons qu'il faut pour que
on se donne à consommer nos produits. Le gouverneur de la région a d'abord salué cette belle initiative des ministres en charge du commerce des États membres de l'UMOA avant d'inviter les opérateurs et les opératrices d'écailles à mettre davantage l'accent sur la qualité de nos produits locaux. C'est pour moi le lieu de féliciter déjà les chambres consulaires et le patronat, les services techniques de l'État, tous les acteurs exposants et exposantes, artisans et artisanes, femmes transformatrices de produits agricoles ou de la pêche, des restauratrices, tailleurs, créatrices et créateurs de mode, entre autres, qui se sont mobilisés pour la réussite du mois du consommé local et pour leur engagement constant dans le cadre de la valorisation de nos produits locaux. Je demande à toute la population de consommer prioritairement nos produits locaux au lieu des produits importés. Une communication sur le contenu local avec comme thème du contenu local à la consommation locale et un panel sur l'importance de la calebasse dans la culture africaine Cas du Mali ont constitué les temps forts de cette cérémonie de lancement des activités de la 6e édition du mois du consommé local à Caille. Le mois du consommé local est adopté le 25 octobre 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso par les ministres chargés du commerce, de l'espace IEMOA. Et depuis ces jours, la célébration du mois est devenue une tradition dans les pays membres, d'où la tenue de la 6e édition dans la région de Gao. Objectif, permettre une prise de conscience des décideurs publics et de la population sur l'importance de la priorisation des produits locaux dans le choix d'achat et de consommation. C'est dans un esprit de résilience que nous ouvrons la 6e édition du mois du consommé local. Le message central de notre souveraineté économique, c'est la mise en valeur de nos produits locaux. Le développement des Gao du Mali commence ici sur nos terres, minimiser notre dépendance de l'extérieur. Nous avons la richesse, nous avons le savoir. Les activités de ces journées vous permettront de découvrir la richesse de la région de Gao à travers l'exposition de divers produits du terroir, des communications sur le cousinage des mets authentiques et la confection d'autres produits traditionnels, rappelant ainsi aux producteurs et consommateurs certaines de nos valeurs socioculturelles. Et c'est dans le cadre de l'année 2025, décrétée année de la culture. Pendant 2 jours, les exposants venus de toutes les localités de la région montreront leur savoir-faire pour donner un cachet particulier à l'événement. Une manière, selon eux, de booster l'économie locale. Au lieu d'aller chercher les produits ailleurs, nous avons nos propres produits. Nous pouvons les valoriser et les faire consommer par la population. Des panels sur l'importance du consommé local et ses avantages, la visite des stands d'exposition et la dégustation du plat traditionnel à l'Abadja ont marqué le lancement de la 6e édition du mois du consommé local à Gao. La Banque pour le développement du Mali, une fois de plus au chevet des enfants du centre d'accueil et de placement familial de Niamana. Elle vient de leur offrir des produits alimentaires pour un coût estimé à 10 millions de francs CFA. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Compte rendu Sokona Kamisoko. La Banque pour le développement du Mali poursuit son assistance des personnes en situation difficile en se rendant au centre d'accueil et de placement familial de Niamana ce mardi. L'institution financière apporte des denrées alimentaires aux locataires de l'établissement, une manière de contribuer à leur donner du sourire. Ce rôle sacré de l'enfant, acteur incontournable du Mali de demain, nous interpelle donc sur ses conditions de vie et d'encadrement d'aujourd'hui. Dans ce cadre, l'appui alimentaire que la Direction générale de la BDM nous charge d'apporter à la pouponnière aujourd'hui est composé de 195 sacs de riz, 121 sacs de sucre, 348 bidons d'huile alimentaire. Le tout pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Créé en 1990, le centre d'accueil et de placement familial de Niamana abrite de nos jours un effectif total de 118 pensionnaires, dont 65 garçons et 61 vivant avec un handicap. Cette opération de distribution de produits alimentaires permettra à coup sûr d'atténuer les souffrances des bénéficiaires. En plaçant les enfants en situation de vulnérabilité au cœur de votre action de solidarité, vous avez rappelé à chacun de nous que la solidarité est un pilier de notre société. Votre engagement à penser aux orphelins,
et aux enfants vulnérables honore la République et constitue un témoignage fort de l'esprit d'inclusion, de solidarité, de fraternité qui doit présider à la construction d'une paix durable dans notre pays. Cette cérémonie de remise de dons a aussi été marquée par une visite guidée des locaux de l'établissement. 5000 consultations ophtalmologiques gratuites sont offertes pendant une semaine à la population de Bamako et environnant. Une initiative de Direct Aid et son partenaire, à savoir le programme de volontariat Saudi Nour, combattre la cécité et ses causes du Royaume d'Arabie Saoudite. Reportage Inaba. 2023, j'ai été opéré aux yeux. La chirurgie s'est bien déroulée. Djetene Chara Kouyaté est l'un des bénéficiaires de la campagne ophtalmologique de lutte contre la cécité, initiée par l'ONG Direct Aid. L'opération a coûté 0 francs. Aujourd'hui, il est venu pour un contrôle. Pour cette campagne, de nombreux patients ont pris d'assaut le centre médical El Razi qui accueille l'opération. Ils viennent gratuitement et tout s'est fait dans le calme et nous sommes très contents de leur travail. L'appel que j'ai lancé, c'est qu'ils se présentent tous. Bon, ils reçoivent toute personne, que tu sois grand, petit, homme ou femme. En cas de problème quand même, si c'est à opérer, il opère. Cette année, Direct Aid a bénéficié de l'appui du Centre humanitaire, programme volontariat Saudi Nord du roi Ben Salman d'Arabie Saoudite. Moins de 2 heures de consultation, 300 cas de cataracte ont été détectés. Au niveau du Mali, on a senti à travers une décennie que la maladie des cataractes frappe beaucoup la population malienne. Malgré que beaucoup n'ont pas de moyens pour accéder à la consultation. Donc, raison pour laquelle chaque année, nous organisons une caravane d'ophtalmologie dont on consulte plus de 4 à 5 000 habitants pour la consultation. Mais parmi ces 4 ou 5 000, nous on choisit 500 à 600 cataractes pour la chirurgie à 0 francs. Présent dans notre pays depuis plus de 3 décennies, Direct Aid œuvre dans l'humanitaire à travers la distribution de vivres, réalisation de forages d'eau, le parrainage d'enfants, l'assistance aux déplacés et l'appui sanitaire. Et c'est ce qui met un point final à ce journal. C'est un réel plaisir de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.